l'utopie maçonnique, effectivement, elle doit s'entendre selon les différentes acceptions du terme utopie, à la fois comme la création d'un monde porté par l'imagination symbolique, mais également porté par des projets sociétaux. Alors, c'est effectivement l'une des caractéristiques de l'utopie maçonnique que de travailler sur deux domaines. D'abord, dans le huis clos du temple, puisque l'hétérotopie que constitue la loge, hétérotopie, c'est-à-dire hétérotopos, un monde autre, un monde différent, constitué d'une symbolique et de décors différents de ceux qu'on rencontre dans le monde profane, est censé améliorer l'initié, le franc-maçon. Alors, comment l'améliore-t-il? Par le processus initiatique, par la présence d'un rituel et par l'interprétation de multiples symboles. Le processus initiatique, aidé donc du rituel et des symboles maçonniques, va être amené à modifier à la fois le regard que l'initié porte sur le monde et par conséquent son comportement. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur du temple maçonnique va être ensuite destiné à être porté à l'extérieur du temple dans la société. Alors ça, c'est l'une des caractéristiques de la franc-maçonnerie libérale et adogmatique. Des obédiences dites régulières, influencées par la maçonnerie anglo-saxonne, n'affirmeraient sans doute pas la même chose. Je pense par exemple à la GLNF, voire même à une obédience qui n'est pas régulière, comme la Grande Loge de France. Alors comment est-ce qu'on peut passer donc de la transformation de l'initié dans la loge à la transformation de la société à l'extérieur? Eh bien justement par le fait que les francs-maçons qui travaillent dans le huis clos de la loge vont être amenés à penser différemment, parce qu'ils ne pensent pas simplement à partir de concepts, à partir d'une approche logique et rationnelle, purement théorique et abstraite, mais à partir d'une herméneutique, d'une interprétation permanente qui va leur faire appréhender le monde et ses problématiques de manière différente. Donc le franc-maçon, lorsqu'il revient ensuite dans la société profane, va être porteur d'une vision du monde différente et surtout d'un projet qu'une obédience comme le Grand Orient de France qualifie d'humaniste. C'est la raison pour laquelle de nombreux francs-maçons se sont illustrés, notamment sous la Troisième République. Ils ont contribué à la création et au renforcement de la Troisième République, même avant la Troisième République. Alors je pense à Victor Schœlcher, l'abolition de l'esclavage, Jules Ferry, l'école laïque gratuite obligatoire, et tant d'autres sous la Troisième République, la loi de séparation des églises et de l'État, loi de 1905, à laquelle les francs-maçons aujourd'hui sont encore très attachés. On a véritablement travaillé ensemble, ça a été un véritable partenariat du début à la fin, même s'il est vrai que moi j'ai plutôt travaillé sur la première partie, la partie symbolique, la partie consacrée à la sacralité, au travail dans l'hétérotopie de la loge. Daniel Keller, un peu plus sur la seconde partie, donc la partie historique, mais surtout la partie qui concerne la politique obédientielle, c'est-à-dire tout ce qui concerne la stratégie institutionnelle, puisque en tant que grand maître du Grand Orient de France, il était tout à fait à même de traiter ces questions-là. Mais pour autant, nous avons de toute façon revu tous les chapitres ensemble et chacun a contribué à l'économie globale de l'ouvrage. Rassembler ce qui était part, pour moi, c'est la phrase qui résume sans doute le mieux ce qu'est l'utopie maçonnique. Parce que c'est une phrase qui doit s'interpréter à différents niveaux. Rassembler ce qui était part, c'est d'abord rassembler tous les individus et a fortiori les francs-maçons. Ça fait écho au fameux discours du chevalier de Ramsay, 1736-1737, qui dit « il faut œuvrer à la construction d'une république universelle des francs-maçons ».
francs-maçons, que tous les francs-maçons, de quelque partie de la Terre qu'ils soient, puissent se retrouver, se reconnaître par les mots, les signes, les symboles qui sont les nôtres. Donc rassembler ce qui est épars, c'est d'abord travailler à cette République universelle des francs-maçons. Mais c'est également un travail que, en amont, l'initié lui-même doit faire sur sa propre personne, puisque le franc-maçon qui essaie de s'améliorer va essayer de réconcilier les parties, je dirais, éparses qui sont en lui, ou en tout cas que les philosophes ont considérées comme étant, si ce n'est indissociables, tout du moins éparses, à savoir notamment le corps et la raison, son esprit d'une part, sa spiritualité, sa sensibilité d'autre part, son imagination. Voilà, donc le franc-maçon, il essaie de réconcilier tout cela, notamment à travers le symbole, puisque le symbole, à l'inverse du concept, c'est l'association d'une idée, donc d'un contenu intelligible, mais à travers une forme sensible, une image. Donc on a déjà là une tentative de réconciliation de la partie spirituelle et de la partie sensible de l'homme. Voilà, alors c'est aussi rassembler ce qui est épars, ça pointe aussi le projet de reliance globale que la maçonnerie porte en elle, c'est-à-dire reliance de l'individu par rapport à lui-même, reliance de l'individu, du franc-maçon par rapport aux autres, la fameuse fraternité maçonnique, et enfin reliance de l'homme par rapport au monde et à la société en général, à travers notamment les projets humanistes que les francs-maçons portent. Pourquoi ce livre? C'est d'abord le fruit d'une rencontre entre, je dirais, d'un côté une universitaire, Céline Briand-Portet, qui s'intéresse à la maçonnerie et qui en a fait un objet de recherche, et puis le praticien de la maçonnerie que je suis en tant que grand maître du Grand Orient de France. Et je crois que lorsqu'on est à la présidence d'une institution comme le Grand Orient de France, on ne peut pas exercer cette fonction sans s'interroger en permanence sur qu'est-ce qui fait le fil conducteur de la maçonnerie, et ce qui conduit aussi à s'interroger sur son propre engagement au sein de la franc-maçonnerie. Et finalement, je me suis dit, après de nombreux échanges, que le fil rouge de la franc-maçonnerie, peut-être pas depuis les origines, mais en tout cas très tôt, jusqu'à maintenant, c'était la notion d'utopie. Et cette notion me semble reprendre beaucoup d'importance et beaucoup de vigueur dans le monde d'aujourd'hui. Et donc nous avons essayé de refaire l'histoire de cette utopie maçonnique à travers les âges et de montrer comment à chaque fois elle est venue revigorer l'engagement maçonnique, porter les espérances qui sont les nôtres. Et on a essayé de montrer qu'au XXIe siècle, c'est une notion qui restait plus que jamais d'actualité. L'utopie a connu des temps forts dans l'histoire. Elle a aussi été critiquée, condamnée. Rappelons-nous le qualificatif de Marx sur le socialisme utopique, lui qui prétendait imposer plutôt le socialisme scientifique, que ce besoin de spiritualité ne doit pas prendre le chemin de la violence, mais qu'au contraire, ça doit être le chemin de la concorde, qui doit être le sentier à suivre. Et donc l'utopie, précisément pour ces raisons, redevient une idée porteuse. Et pour une raison aussi qui me paraît essentielle, c'est que l'utopie n'est pas quelque chose de castrateur, je dirais. C'est-à-dire qu'elle n'enferme pas ceux qui y réfléchissent dans un système de pensée, mais au contraire, elle est une invitation à l'invention et elle est en phase peut-être avec le projet maçonnique, qui est un projet d'émancipation. En 1965, le professeur Foster a défié un complexe scientifique corrompu en déclarant que l'atterrissage sur la Lune était une impossibilité.
Une impossibilité, selon lui, parce que la Lune est constituée de plasma et non de matière solide. Voilà ce qu'il a déclaré lors d'une interview. Quelle est votre théorie? Eh bien, c'est bien plus qu'une théorie. Il y a 10 ou 11 ans, j'ai déclaré à divers scientifiques que la Lune n'était pas un morceau de roche, mais du plasma. Un phénomène de plasma, un plasma cosmique. Et que ce fait sera finalement confirmé. J'ai fait certaines prédictions qui ont déjà été confirmées en 1958 et la situation actuelle est proche d'une confirmation complète. Des règles scientifiques sont exprimées dans le monde entier maintenant que la Lune semble être d'une nature tout à fait différente de ce que l'on supposait. Les Américains et les Russes envisagent d'y faire atterrir des hommes. Oh bien, ça n'arrivera jamais, pas sur la Lune. Sur Mars, Vénus et d'autres planètes, oui, mais la Lune est définitivement, comme je l'affirme, un plasma. Comme la plupart de ceux qui s'expriment, Foster faisait très probablement partie de l'opposition contrôlée. Remarquez qu'il affirme qu'il est possible d'atterrir sur d'autres planètes, mais pas sur la Lune. Probablement que sa tâche consistait à introduire une demi-vérité selon laquelle la Lune est un phénomène de plasma, pour que ces affirmations soient, je cite, démystifiées et prouvées fausses, quelques années plus tard, après la mise en scène des alunissages. Toutefois, depuis l'affirmation de Foster, notre propre accès à la technologie au cours des dernières années nous a permis d'étudier la Lune de manière plus détaillée. Et grâce à cela, nous voyons encore et encore des exemples variés de la Lune se comporter d'une manière qui démontre le mensonge selon lequel il s'agit d'une boule de roche. Nous voyons de nos propres yeux une Lune semi-transparente, soit la nuit, soit lorsqu'il fait encore jour. Nous voyons le ciel à travers la Lune. Il est même parfois possible de voir les étoiles directement à travers la Lune. De nombreuses personnes ont démontré à plusieurs reprises que la lumière de la Lune est plus froide que l'ombre la nuit et qu'il ne peut donc pas s'agir d'une lumière solaire réfléchie car elle ne possède aucune chaleur résiduelle. Nous savons également que les objets sphériques ne reflètent pas la lumière. Selon les lois de la réflexion, la lumière se concentre en un point culminant et ne se reflète pas. On peut également observer de fréquents croissants de lune lorsque la Lune et le Soleil sont à proximité l'un de l'autre. Ce qui signifie qu'il est impossible que le Soleil projette l'ombre de la Terre sur la Lune. Donc, si la Lune est un phénomène de plasma, comment a-t-elle pu se former en premier lieu?